Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, Women's Declaration, droits des femmes fondés sur le sexe. Le WDI, c'est l'organisation féministe radicale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiquée dans le chat et nous vous invitons à la signer. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation, le WDI, est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement du sexe par la notion d'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont concernées et déterminées à la combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe, tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 États sur les 195 du monde. Notre déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe est composée de 9 articles, parmi lesquels l'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Cela signifie entre autres l'accueil des femmes dans des structures unisexes lorsque la non-mixité est nécessaire pour assurer la sécurité, l'intimité et la dignité des femmes, y compris dans les prisons. Aujourd'hui, nous allons vous parler du transfert dans les prisons pour femmes de détenus hommes transidentifiés et des conséquences de ces transferts sur la sécurité, l'intimité et la dignité des femmes détenues. Nous allons d'abord entendre le témoignage de Heather Mason, qui a été détenue en Ontario. Puis, je donnerai la parole à Belladone, qui fera un point sur la situation en France. Et puis, à la fin du webinaire, je vous parlerai de la journée du 12 mars, qui est la journée internationale de la visibilité de la détransition. Et maintenant, nous allons entendre le témoignage de Heather Mason, traduite par Marie Savoie. Alors, le témoignage a été enregistré il y a quelques jours. Heather ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui parce qu'elle est actuellement en train de manifester à Kitchener, en Ontario. Aujourd'hui, des manifestations ont lieu dans 6 villes du Canada contre la présence de détenus mâles dans des prisons pour femmes. Heather Mason est anglophone. Elle est traduite en simultané par Marie Savoie, qui est interprète. Ne vous inquiétez pas, parce que vous allez commencer par entendre Heather en anglais pendant quelques secondes avant que la traduction commence. À tout à l'heure. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de recevoir et de m'entretenir avec Heather Mason, qui est une Canadienne ex-détenue, militante pour les droits des femmes au Canada, pour les droits des femmes détenues et pour les droits des femmes ex-détenues. Elle est aussi membre fondatrice de l'organisation ontarienne CASBAR Canada, qui veut dire Canadian Women's Sex-Based Rights. Alors, sans plus tarder, je lui souhaite la bienvenue. Bonjour, Heather, et bienvenue au WDI, alors, sur ce webinaire sur les prisons. Merci. Alors, tout de suite, je vais m'adresser à Heather. Bonjour, Heather. Est-ce que tu pourrais te présenter et décrire ton parcours, c'est-à-dire ce qui a mené à ton incarcération et, par exemple, en quelle année as-tu été incarcérée pour la première fois et quand es-tu sortie du système carcéral? Hi, thank you for having me. I first got in trouble with the law when I was in high school. I got an assault charge, but I ended up getting a peace bond. Mes premiers démêlés avec la justice remontent à mon secondaire. J'ai été accusée de voies de fait et écopée d'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public. Je n'ai pas eu d'autres problèmes avant l'âge de 26 ans. J'avais une dépendance aux drogues et j'ai été arrêtée pour la première fois en tant qu'adulte en avril 2014. J'ai été arrêtée de nouveau 3 semaines plus tard, puis libérée et arrêtée encore une fois après quelques mois. On m'arrêtait, je faisais 4 mois de prison, puis j'étais libérée et je recommençais à me droguer et je me faisais prendre. J'ai été arrêtée 5 fois en tout à l'âge adulte. La dernière fois, c'était le 6 mai 2017. En mai, ça fera 5 ans que je ne prends plus de drogue et que je n'ai pas eu d'autres problèmes avec la justice.
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, j'ai commencé à militer pour les droits des femmes détenues parce que j'ai moi-même été en prison et que j'ai vu des choses horribles. À ma sortie de prison, on m'a placée dans une maison de transition à Toronto. On m'a alors demandé de participer à des panels pour parler aux jeunes de la consommation de drogue, de ce qu'on vit en prison, des fouilles à nu, par exemple. Et je suis devenue bénévole pour la société Elizabeth Fry qui m'a payé les frais pour aller à sa conférence nationale qui se tenait à Ottawa au mois d'avril 2019. C'est à cette occasion que l'association devait adopter sa politique d'inclusion des femmes transgenres, ce que j'appelle des hommes transidentifiés, sur le thème Les femmes trans sont des femmes. So trans women are women. And one of the women that was in Grand Valley. Pendant la conférence, une femme détenue a pris la parole pour raconter son expérience d'incarcération avec un homme transidentifié, un pédophile multirécidiviste, au pénitencier de Grand Valley. Elle a raconté comment cet homme l'avait manipulée et harcelée sexuellement, parfois en se tenant devant la porte de la salle de bain quand elle y était pour lui demander si elle avait ses règles. Cela a fini par affecter sa santé mentale en réactivant des traumatismes chez elle. Après avoir entendu son témoignage, une participante a déclaré qu'il y avait beaucoup de transphobie dans la salle. Une autre a ajouté qu'on n'avait pas besoin d'avoir un vagin pour être une femme. Bouleversée par cette absence de soutien, la femme a quitté la salle en larmes. Moi, je n'en revenais pas de voir que ces femmes qui étaient payées pour défendre les droits des femmes détenues nous tournaient le dos, qu'elles refusaient de nous écouter et qu'en plus, elles nous rabrouaient. Cette conférence a marqué un tournant dans ma vie. J'ai décidé de contester la politique de transfèrement du service correctionnel. J'avais hésité à le faire, sachant qu'en le faisant, je prenais des risques, d'autant plus que j'étais en liberté conditionnelle à ce moment-là et qu'on pouvait révoquer ma liberté à tout moment. Merci, Ada. Est-ce que tu pourrais nous informer un peu plus sur le système carcéral canadien, les prisons pour femmes, les prisons pour hommes et les niveaux de sécurité associés à chacune de ces prisons? Yes, so in Canada, we have two systems. So we have the provincial jails. Au Canada, il y a deux systèmes. Les prisons provinciales, où sont détenues les personnes condamnées à moins de 2 années d'emprisonnement. Plus de 65% des personnes qui y sont détenues sont là parce qu'elles n'ont pas demandé ou pas obtenu leur mise en liberté sous caution. Ce sont des établissements à sécurité maximale avec de petites cellules, des murs en ciment et très peu de fenêtres. Bref, ils ne sont vraiment pas attrayants. Il y a aussi les prisons fédérales ou pénitenciers où sont envoyées les personnes condamnées à des peines de 2 ans et plus. Ils ont 3 niveaux de sécurité, minimum, moyen et maximum. Il n'y a que 6 prisons pour femmes au Canada. Et en Ontario, c'est la prison de Grand Valley où j'ai été incarcérée comme toutes les femmes ontariennes. Pendant les 3 premiers mois de notre détention, on évalue notre niveau de risque. Généralement, on nous place d'abord au niveau de sécurité moyenne, puis nous sommes reclassés au niveau minimum. Cela a été mon cas. Les hommes en Ontario sont envoyés d'abord au centre de réception, qui est une prison à sécurité maximale pour être évalués pendant 3 mois. Ensuite, ils sont transférés à la prison où ils purgeront leur peine. Il y en a 8 pour les hommes en Ontario, donc un très grand choix. Pour les femmes, 5 de nos prisons ont les 3 niveaux de sécurité, minimum, moyen et maximum, mais le pavillon de ressourcement pour les femmes autochtones en Saskatchewan n'a pas de niveau de sécurité maximum. Pour les hommes, il y a des établissements de différents niveaux de sécurité, mais le niveau de sécurité minimum pour les hommes, ce sont des camps. Pour ce qui est de la sécurité maximum, il y a plusieurs sous-niveaux, comme Supermax par exemple, ce qui n'existe pas pour les femmes. Les niveaux de sécurité sont différents parce que les femmes ne posent pas un grand risque à la sécurité du public ou de la prison. Nous logeons dans de petites maisons qui ont un salon, 9 chambres, une salle de bain, une cuisine et une salle à manger. Nous avons aussi un jardin où nous pouvons cultiver nos légumes. Il y a beaucoup moins de mesures de sécurité. Les gardes ne sont pas armés et il n'y a qu'un seul mur de 8 pieds qui n'est pas muni de miradors ni de projecteurs,
contrairement aux pénitenciers pour hommes. En 1934, le gouvernement du Canada a ouvert le premier établissement correctionnel fédéral pour femmes au pays. Avant cela, toutes les femmes canadiennes incarcérées étaient envoyées au pénitencier de Kingston, tout comme les hommes, mais dans un secteur différent de l'établissement. C'était un établissement à sécurité maximale et on a constaté que les femmes n'allaient pas bien dans un tel environnement. C'est pourquoi on a formé un groupe d'études sur la situation des femmes détenues, qui a rendu un rapport intitulé « La création de choix ». Dans ce rapport, il définissait de nouveaux principes et de nouvelles modalités pour les femmes en prison, constatant que leurs besoins étaient très différents de ceux des hommes. On a compris que les femmes étaient des personnes à part entière et qu'elles avaient besoin d'un environnement différent pour évoluer favorablement et pouvoir réintégrer la société. Par exemple, les détenues étaient souvent des mères et elles avaient besoin d'avoir leurs enfants avec elles. Dans les prisons fédérales pour femmes, il y a des programmes mère-enfant qui sont généralement situés dans les secteurs à sécurité minimum, là où les éléments de sécurité comme les clôtures et les murs sont moins nombreux et où les femmes ne sont pas enfermées. Il y a des terrains de jeu, des sentiers de randonnée aménagés et on prévoit des sorties éducatives pour les détenus et leurs enfants. Les prisons pour femmes sont donc très différentes de celles des hommes. Oui, c'est intéressant, Heather. Alors, nous, on se demandait ici, depuis quand au Canada, les hommes transidentifiés, c'est-à-dire les hommes qui s'identifient comme étant des femmes, peuvent-ils demander des transferts dans des prisons pour femmes sans avoir recours à des opérations chirurgicales ou à des traitements hormonaux? Ils peuvent aussi être transférés à une prison de ressort provincial. L'Ontario a ajouté l'identité de genre dans sa Charte des droits en 2012 et modifié ses services correctionnels en conséquence en 2015. Dans la plupart des prisons ontariennes, les hommes détenus transidentifiés sont séparés des femmes, mais je n'ai pas été dans une prison de ressort provincial depuis 2017. Au niveau fédéral, on a commencé à placer des hommes transidentifiés dans les prisons pour femmes en 2017, suite à l'adoption du projet de loi C-16 qui ajoutait l'identité ou l'expression de genre à la Charte canadienne des droits de la personne. Alors, ce que je comprends donc de ce que tu viens de dire, Heather, c'est que dans les prisons provinciales jusqu'à maintenant, et selon les lois des provinces, les femmes et les hommes qui s'identifient femmes sont séparés, mais que dans les prisons fédérales, ils partagent les mêmes espaces, ils cohabitent. Alors, ma prochaine question, ça va être de te demander, est-ce que ce sont tous les hommes qui s'identifient femmes et qui sont emprisonnés qui demandent des transferts dans les prisons pour femmes? Et quels sont les profils de ceux qu'ils demandent? Yes, so not all males who identify as women request to be transferred. Non, tous les hommes qui se disent transgenres ne demandent pas à être transférés à une prison pour femmes, car elles vivent sans problème, comme des femmes, dans les prisons pour hommes. Cela s'explique aussi par le fait qu'ils sont souvent homosexuels et donc qu'ils veulent vivre avec des hommes, pas des femmes. Parmi ceux qui ont demandé leur transfert à une prison pour femmes, quelques-uns seulement ont évoqué des questions de sécurité personnelle. La plupart ont dit vouloir vivre selon leur identité sexuelle. L'ancienne sous-commissaire des services correctionnels pour les femmes a noté dans le compte-rendu d'une réunion que 50% des demandes de transfert à des prisons pour femmes provenaient de délinquants sexuels. Or, on sait que 20% des hommes incarcérés ont été condamnés pour des délits sexuels contre seulement 2% chez les femmes. Les délinquants sexuels sont donc surreprésentés parmi les hommes qui demandent leur transfert à une prison pour femmes. Alors, concernant les politiques de transfert, est-ce que le Service correctionnel canadien a développé une politique pour encadrer ces demandes de transfert provenant des hommes s'identifiant femmes vers des prisons pour femmes?
Et si oui, est-ce que toutes ces demandes sont acceptées? Le Service correctionnel du Canada applique en ce moment une politique provisoire basée sur l'identité ou l'expression de genre. N'importe qui peut demander un transfert, peu importe qu'il ait été opéré, qu'il prenne des hormones, et sans égard au nom qui figure sur son acte de naissance, ni aux crimes pour lesquels il a été condamné. Il suffit de demander un transfert, puis la sous-commissaire pour les femmes l'accepte ou la rejette. On peut rejeter les demandes de transfèrement parce que la politique comporte une disposition d'exception fondée sur des considérations prépondérantes liées à la santé ou à la sécurité. On entend par là le niveau de sécurité de l'établissement, l'existence d'un programme mère-enfant ou les programmes offerts sur place. Mais il y a des organismes comme la Fondation Morgane Auger, l'Association du barreau du Canada ou le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes qui affirment que c'est de la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre et que le service correctionnel a trop de pouvoir. Ils réclament l'abolition pure et simple de la disposition d'exception de manière à ce que toutes les demandes de transfèrement soient acceptées sans exception et sans tenir compte de facteurs liés à la sécurité. C'est de la pure folie. Alors, concernant ces politiques du Service correctionnel du Canada, est-ce que les femmes détenues ou les femmes ex-détenues ont été consultées dans le développement de ces politiques-là? Pas que je rentrais et sortais de prison régulièrement. Et en fait, j'étais en prison quand on a adopté la politique de transfert. Aucune de nous n'était au courant. Nous l'avons appris en regardant les nouvelles à la télé en prison. Après avoir vu cela et après le dénombrement, nous sommes toutes sorties pour marcher ensemble et pour en parler entre nous. Alors, toi, Heather, tu as fait ta propre enquête informelle sur comment les femmes se sentent avec ces transferts ou qui partagent ou qui cohabitent dans les prisons fédérales avec des hommes qui s'identifient femmes. Alors, peux-tu nous parler de cette enquête informelle que tu as réalisée auprès de 60 femmes détenues ou ex-détenues et qui témoignaient de leur expérience de cohabitation en prison avec des hommes transidentifiés? L'été dernier, j'ai envoyé un questionnaire à des femmes partout au Canada. J'ai d'abord contacté des femmes qui avaient été en prison avec moi et je leur ai demandé de contacter leurs amis. Certaines femmes se sont manifestées après avoir entendu parler de mon sondage et je leur ai envoyé le questionnaire. J'ai aussi pu rejoindre des femmes qui étaient encore en prison, soit par l'entremise de membres de leur famille, soit en leur parlant directement au téléphone. Environ les 2/3 des femmes détenues ont dit qu'elles ne se sentaient pas en sécurité quand elles étaient logées avec des hommes. Beaucoup d'entre elles ont signalé des comportements indésirables. 4 femmes sur 10 avaient été harcelées sexuellement. Environ le tiers des femmes avaient été menacées ou agressées. Beaucoup ont dit que la présence d'hommes avait modifié la sécurité des installations et les avait amenés à modifier leur comportement et leurs habitudes. Cela avait aussi miné leur santé mentale. Les résultats du sondage ont montré que la présence d'hommes dans les prisons pour femmes avait eu beaucoup de répercussions sur les femmes détenues. J'avais laissé un espace sur le questionnaire pour que les femmes puissent ajouter leurs commentaires ou compléter leurs réponses à certaines questions. En fait, je voulais leur permettre de raconter ce qu'elles avaient vécu. Je reçois constamment des messages de femmes qui sont en dedans parce que mon nom est connu et elles savent qu'elles peuvent me parler de leur expérience. J'ai reçu beaucoup de témoignages et je les ai transmis à l'organisme Gender Dissent qui en a fait un montage infographique. J'espère que ces témoignages seront traduits en français pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre car ils sont très puissants.
Alors, officieusement, dans le cadre de ton enquête, les femmes ont rapporté, ont signalé des faits et des agressions, mais est-ce que de façon officielle, des plaintes ont été portées, soit par rapport à des viols, des agressions sexuelles ou du harcèlement? So yes, there are police. Oui, il y a eu des rapports de police. Dans certains cas, des accusations ont été portées. Dans d'autres, la police est intervenue mais n'a pas porté d'accusation. Et enfin, dans d'autres cas, les incidents ont été réglés à l'interne. Un incident s'est même produit pendant que j'étais en prison. Quand une agression physique ou sexuelle se produit, on met l'agresseur en isolement préventif pour 3 jours. Quand il sort, il est placé dans ce qu'on appelle une unité à environnement structuré. C'est là que sont logées les femmes qui ont des problèmes de santé mentale ou un retard de développement. Autrement dit, on les met avec les femmes les plus vulnérables de la prison parce qu'il n'y a plus de surveillance dans ces unités. Pour donner des exemples, un pédophile du nom de Matthew Harks a agressé sexuellement une femme autochtone dans une toilette au pénitencier de Grand Valley. La police est intervenue, a enquêté, mais a décidé de ne pas porter d'accusation. La femme a été soignée à la clinique pour les victimes d'agressions sexuelles. Par la suite, Harks a été renvoyé d'une maison de transition pour cause de harcèlement sexuel et il a aussi harcelé sexuellement la femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi Stephen Mellenbacher, condamné pour 16 vols de banque, qui après avoir passé une vingtaine d'années dans un pénitencier pour hommes, a commencé à s'identifier comme femme. Il a été placé dans 3 différentes prisons pour femmes et a manifesté le même comportement partout. Il a fini par être condamné pour harcèlement criminel et agression sexuelle. Puis il y a Byron Bushey, interné au pavillon de ressourcement pour les femmes autochtones. Il y a agressé sexuellement une détenue amérindienne et elle a dû avoir un avortement. Il a alors été transféré à la prison pour femmes d'Edmonton où il continue à sévir. Il y a une femme en liberté conditionnelle dans une maison de transition en Colombie-Britannique qui est enceinte et même si ce n'est pas par suite d'une agression sexuelle, la relation étant consentie, il reste que le rapport de force est très inégal. Elle est sur le point d'accoucher. Il y a aussi une rumeur que je n'ai pas encore pu faire confirmer, car j'aime bien confirmer mes informations auprès de différentes sources. Rumeur selon laquelle une femme détenue en Nouvelle-Écosse aurait accouché de jumeaux. Donc oui, il y a effectivement eu plusieurs cas. Alors, Heather, est-ce qu'il y a des hommes qui sont transidentifiés femmes et qui, après avoir, à ta connaissance, et qui, après avoir purgé des peines dans des prisons pour femmes, cessent de s'identifier femmes quand ils recouvrent leur liberté? So yeah, I just mentioned him actually, Steve Mellenbacher. So Steve went by Sam when he was in prison. Oui, et je viens justement de parler de lui, Stephen Mellenbacher. En prison, il se faisait appeler Sam, mais il disait aux femmes que si jamais elles le voyaient dans la rue, il ne fallait pas s'adresser à lui comme une femme. Il abusait du système. Il a été accusé de harcèlement criminel et d'agression sexuelle en prison, mais il est en liberté à présent. Il a fini de purger sa peine initiale, mais a fait l'objet de nouvelles accusations pour lesquelles il a été libéré sous caution. Il a recommencé à se faire appeler Steve et à vivre comme un homme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune conséquence à s'identifier comme une femme pour déjouer le système et être envoyé dans une prison pour femmes. Les autorités du service correctionnel ne vont pas vous renvoyer à une prison pour hommes par peur d'être poursuivis ou accusés de discrimination. Il n'y a donc aucun recours parce qu'il n'existe pas de test objectif permettant de déterminer si vous êtes une personne transgenre ou pas. Cela dépend uniquement du ressenti subjectif de chacun. Qui peut dire qu'un détenu n'est pas transgenre? Alors oui, il y a des cas semblables et c'est aussi documenté dans d'autres pays. Ce n'est pas surprenant et il y en aura d'autres, puisque les tricheurs n'encourent absolument aucune conséquence.
nous savons, Heather, que les autorités carcérales ont le droit de vérifier ou de questionner la sincérité des croyances religieuses qui sont invoquées par certains prisonniers afin de s'assurer que ces croyances religieuses-là ne sont pas invoquées pour obtenir certains privilèges en prison. Alors, ma question est, est-ce que les autorités carcérales ont aussi le droit de s'assurer de la sincérité d'une identité de genre autodéclarée? Oui, j'ai vu beaucoup de cas où on a vérifié la sincérité de l'appartenance religieuse d'une détenue parce qu'il y en a qui déclarent avoir une religion particulière pour avoir accès à de meilleurs repas. C'est aussi pour pouvoir troquer certains aliments contre des articles vendus à la cantine. Dans le cas de l'identité de genre, jusqu'à tout récemment, il y avait des directives pour vérifier si l'identité de genre était authentique. La personne devait avoir vu un psychiatre et reçu un diagnostic de dysphorie de genre. Bref, il y avait des balises, mais les militants n'en veulent aucune. Ils disent que les personnes transgenres ne devraient pas avoir à suivre un traitement médical et je suis d'accord sur ce point, parce que personne ne devrait avoir à subir une chirurgie s'il ne le souhaite pas. Mais alors, comment déterminer qui est vraiment transgenre? Les hommes détenus qui se déclarent transgenres n'ont pas besoin de se présenter sous une apparence féminine. Ils peuvent avoir une barbe et porter des vêtements d'homme. Comment peut-on savoir qui est vraiment trans et qui ne l'est pas? Le service correctionnel a les mains liées. Il n'a plus le droit de dire à un détenu « vous n'êtes pas une femme » parce qu'apparemment, ce serait de la discrimination. Comme je l'ai mentionné, c'est la sous-commissaire pour les femmes qui accorde ou refuse le transfert vers des prisons de femmes. Elle a institué un comité d'examen de l'identité de genre pour la conseiller dans le cas des demandes compliquées. Je ne sais pas exactement ce que fait ce comité, mais les activistes transgenres disent que c'est de la discrimination et qu'on ne devrait jamais pouvoir remettre en question l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Mais voilà, on n'a même pas besoin de s'identifier comme femme. Il suffit de se dire non-binaire, bispirituel ou appartenant à l'un des 107 autres genres. Alors, en terminant, Heather, je te remercie beaucoup de toute cette information que tu nous as donnée. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder ou dont on n'a pas parlé et que tu aimerais couvrir, en fait? Oui, merci Ghislaine. Il y a un aspect qu'il est important d'aborder. Quand les femmes ont été condamnées à la prison, on n'a jamais pris en considération le fait qu'elles seraient incarcérées avec des hommes à l'anatomie intacte, ce qui augmente le risque de viol ou de grossesse. Je pense qu'il faut réexaminer le dossier de toutes les femmes détenues actuellement parce qu'étant donné ce risque accru de torture, il n'est pas justifié de les garder en prison. J'aimerais aussi parler de nos manifestations devant les prisons. Au cours de la dernière année, nous avons tenu 11 manifestations devant les prisons au Canada pour sensibiliser la population au transfert d'hommes dans les prisons pour femmes. Il y en aura une autre au mois de mars. Vous pouvez contacter WDI Québec pour savoir s'il y en est dans votre province. Il y aura des manifestations partout au Canada et vous pouvez vous renseigner sur celle qui aura lieu dans votre ville ou dans votre province. En plus de sensibiliser la population aux effets de ces transferts, nous voulons aussi faire savoir que certains organismes réclament la suppression de toute condition au transfert d'hommes qui se déclarent transgenres dans les prisons pour femmes. Or, cela compromettrait encore davantage la sécurité des femmes incarcérées. Alors, je te remercie infiniment, Heather, pour le temps que tu nous as accordé. Et je te remercie aussi pour les femmes canadiennes et au nom des femmes détenues et des femmes qui défendent leurs droits basés sur le sexe, de faire ce travail-là volontaire, ce travail-là bénévole et d'aider les femmes détenues. Tu es probablement leur seule porte-parole et leur seule voix pour le moment. Alors, nous sommes infiniment heureuses de t'avoir aujourd'hui, de t'avoir entendu et nous te remercions de ta présence, simplement. Alors, je rappelle à tout le monde que Heather Mason est une fondatrice de l'association ontarienne Canadian Women Sex-Based Rights, mieux connue aussi sous le nom de CASBAR Ontario. You want to add something, Heather?
Merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé notre entretien et j'espère que tout le monde a apprécié notre conversation. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Heather, merci à Marie qui l'a traduite et merci à Ghislaine qui l'a interrogée. Je vais maintenant donner la parole à Belladone du WDI France qui habite en région parisienne et a été enseignante. Belladone. Bonjour, je suis ravie de pouvoir prendre la parole dans ce webinaire. Ça fait à peu près 2 ans que je me préoccupe beaucoup des questions de transidentité et de la façon dont ça atteint les droits des femmes. Et je remercie Ghislaine de passer les slides pendant que je parle. Donc, je vais essayer de parler un peu de ce qu'est la détention et la transidentité en France. Voilà, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. D'accord. Donc, je me suis fiée pour travailler sur ce sujet à ce que dit le contrôleur général des lieux de privation de liberté en France. Et ces lieux de privation de liberté, en fait, ce sont essentiellement les prisons, mais il y a aussi les hôpitaux psychiatriques lors des détentions sous contrainte et les lieux de rétention d'étrangers avant l'exécution des mesures d'éloignement du territoire. Donc, tous les lieux de privation de liberté sont inspectés par ce contrôleur général et ce contrôleur général fait des rapports. Et dans le rapport de 2021, j'ai trouvé ces phrases un petit peu contradictoires. Dans un premier temps, le parcours des personnes transgenres a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et institutionnelles démontrant qu'en raison des discriminations dont elles font l'objet, etc., etc. Et puis, un peu plus tard, dans le même rapport, donc deuxième slide, vous avez une drôle d'affirmation qui semble contredire la première. En France, il n'existe cependant aucune donnée publique concernant le nombre de personnes transgenres enfermées sur décision administrative, etc., etc. Donc, on fait beaucoup d'études pour, donc dans la dernière phrase de cette slide, vous voyez, les pouvoirs publics sont donc dépourvus de données objectives leur permettant d'apprécier efficacement les mesures à mettre en place pour protéger les personnes transgenres. Donc, on se demande à quoi servent toutes ces études si on ne sait pas du tout comment apprécier efficacement les mesures, etc. Donc, il y a une espèce de contradiction entre la place que prennent les discours sur les personnes transgenres et la place qu'elles prennent en vérité dans les prisons. Puisque de quoi parlons-nous effectivement dans les prisons françaises? On a à peu près 60 personnes transgenres actuellement qui sont dans des prisons en France. Alors, pourquoi les personnes transgenres arrivent en prison? Donc, on va passer à la troisième slide. Il y a un lien évident entre la prostitution et la transidentité et le fait d'atterrir en prison. Donc, au XXe siècle, donc dans les années 1990, on a beaucoup parlé, on a commencé à parler des problèmes des trans en prison parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui payaient leur transition chirurgicale dans des cliniques privées au Maroc ou dans d'autres pays du Maghreb et qui se payaient leurs opérations chirurgicales avec la prostitution. Donc, on pourrait se poser dans ce cas la question du rôle du chirurgien. Le rôle du chirurgien était en fait un petit peu un rôle de proxénète quand même. Et avant 2016, la prostitution était criminalisée, c'est-à-dire que les personnes prostituées étaient accusées de racolage. Et comme toutes les personnes prostituées, les trans étaient aussi accusées de racolage et pouvaient être arrêtées pour ça. Mais en 2006, entre 2006 et 2009, donc je donne des dates un peu larges parce que ce n'est pas facilement datable, les réassignations sexuelles, donc ces chirurgies de réassignation sexuelle ont commencé à être autorisées en France. Auparavant, le Conseil de l'ordre médical s'y opposait
pour des raisons éthiques de déontologie médicale, parce qu'il s'agit d'opérer des personnes saines. Mais à partir de 2005-2006 et puis jusqu'en 2009, il y a eu les principes de Yogyakarta et la plupart des médecins, des chirurgiens ont commencé à accepter de les faire et elles étaient encore en plus, de plus en plus souvent remboursées. Donc la raison qui poussait ces personnes à se prostituer pour financer leur opération de réassignation sexuelle ont commencé à disparaître. De plus, donc dans la 4e slide, je cite quelques raisons. Donc les hommes, les trans étaient surreprésentés, sont surreprésentés dans la prostitution encore actuellement, alors que ils n'ont plus besoin de sommes énormes pour payer des chirurgiens de réassignation sexuelle, d'une part, et d'autre part, il n'y a plus d'éléments de raison pour qu'ils soient surreprésentés dans la prostitution. Donc, il faut bien se dire que la raison, c'est en fait la demande. Comme pour toute la prostitution n'existerait pas sans la demande, sans la volonté d'acheteurs d'acheter l'accès au corps d'autrui. Et certains de ces acheteurs, qui semblent être proportionnellement relativement nombreux, sont attirés par le fétiche de l'ambiguïté sexuelle. Donc, ils recherchent précisément des personnes ayant un pénis et des seins. Donc, les personnes trans sont dans ce cas-là tout à fait victimes et en même temps acteurs de la conception extrêmement misogyne de ce qu'est une femme. Ils surjouent la féminité pour combler la faille entre leur réalité et ce qu'ils croient être la féminité. Et ce faisant, ils correspondent exactement à l'image extrêmement misogyne qu'ont les acheteurs de prostitution de ce qu'est la féminité. Ils sont donc pornifiés par les acheteurs et cette pornification les confirme dans leur auto-perception comme femmes. En conséquence, ils sont souvent fragiles psychiquement et du fait qu'ils sont dans la prostitution, ils sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des addictions et d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc dans les prisons, du fait de la criminalité liée aux drogues ou du fait de différentes mauvaises applications des lois sur la prostitution, parce que depuis 2016, il y a quand même beaucoup de problèmes pour faire appliquer la loi de prostitution, sur la prostitution qui permet aux personnes d'en sortir et de la décriminaliser. Ils atterrissent quand même beaucoup en prison et donc l'un des problèmes qu'ils posent, c'est l'attitude, en fait l'essentiel des problèmes qu'ils posent sont liés à l'attitude des autres détenus. Les autres détenus en prison se moquent d'eux, les insultent et donc les gardiens de prison n'aiment pas ça du tout parce que ça pose des problèmes de discipline. Et alors le fait qu'ils soient perpétuellement persécutés par les autres détenus accentue leur fragilité psychique et donc ça amène l'administration pénitentiaire à les traiter comme des détenus vulnérables, ce qui semble assez adapté parce qu'effectivement, ils sont plus vulnérables que les autres. Et donc, pour leur sécurité, ils sont seuls en cellule, la plupart du temps. Donc, être seul en cellule, ça peut paraître une mesure discriminatoire, mais ils ont du mal à faire valoir que ce soit une mesure discriminatoire parce qu'ils sont à l'abri d'une des plus manifestes atteintes à la dignité humaine que subissent les autres détenus, ce qui est la surpopulation carcérale. Il faut savoir qu'en France, on a 68 000 et quelques détenus actuellement en prison et il y a 50 000 places. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de détenus en prison qu'il est très difficile à l'administration carcérale auquel il est très difficile pour l'administration carcérale de faire face. Et donc, ce surnombre de détenus entraîne des atteintes massives à la dignité humaine, puisque des détenus passent plusieurs mois ou plusieurs années de détention sur des matelas posés par terre dans des cellules qui sont prévues pour 2 détenus, où ils sont 3 et même quelquefois 4. Donc, cette surpopulation carcérale qui entraîne les plus manifestes atteintes aux droits humains, eh bien, ils en sont protégés de fait, puisqu'ils sont en général dans les secteurs pour détenus vulnérables où ils sont seuls dans leur cellule. Alors,
le problème pour les trans qui se trouvent en prison, donc avec d'autres hommes, c'est qu'ils trouvent chez leurs codétenus exactement les mêmes comportements de prédateurs qu'ils peuvent avoir connus dans la prostitution et qui leur ont servi de stratégie d'autoconfirmation et en même temps qui les ont victimisés, les ont portés à être souvent plusieurs fois victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Cette mentalité de prédateur sexuel peut être aussi retrouvée malheureusement chez les gardiens de prison qui voient en eux des femmes ou des personnes pornifiées selon la conception très répandue de ce qu'est une femme que les gardiens de prison peuvent éventuellement partager. Alors, donc on peut passer à la slide suivante. Jusqu'à maintenant, les prisons pour femmes, être emprisonné dans des prisons pour femmes est resté une revendication des personnes transidentifiées qui est restée lettre morte. C'est-à-dire que à chaque fois que ça a été discuté, les autorités pénitentiaires en France ont dit ça n'est envisageable que pour les trans qui sont opérés. Donc, jusqu'en 2009, c'était une règle écrite, c'est-à-dire que la règle voulait que les trans opérés, ne possédant plus leurs organes génitaux, étaient incarcérés dans des prisons pour femmes, alors que les trans non opérés devaient être incarcérés dans les prisons pour hommes. Mais actuellement, depuis 2009, l'administration doit appliquer les principes de Yogyakarta, théoriquement. C'est-à-dire qu'elle doit s'en tenir à ce que la personne déclare. Et il n'est plus acceptable d'examiner les organes génitaux avant d'incarcérer la personne dans le département qui conviendrait à son sexe. Jusqu'à maintenant, l'autodétermination n'a pas amené à ce que des hommes soient incarcérés dans des prisons pour femmes. Sans doute, une des raisons, c'est qu'il y a assez peu de prisons pour femmes sur le territoire français métropolitain et que donc ça entraînerait qu'ils soient incarcérés relativement loin de leur domicile et de là où habite leur famille. Et ça, c'est une des mesures auxquelles les associations de défense des droits humains et de la citoyenneté qui défendent les personnes détenues tiennent énormément à cette revendication-là, d'être incarcéré près de chez soi, près de son domicile pour ne pas couper les liens avec la famille. Et donc, ce serait assez contradictoire de vouloir envoyer un détenu sous prétexte qu'il veut être absolument dans une prison pour femmes à l'autre bout du territoire. Donc, les établissements, pour toutes ces raisons, à cause du fait qu'on n'a pas changé en fait, les règles depuis 2009, depuis qu'il y a théoriquement interdiction d'examiner les organes génitaux avant pour contrôler qu'une personne est trans, il y a jusqu'à maintenant, on peut dire que les établissements pour femmes sont relativement préservés, que certains établissements pour femmes ont un secteur pour hommes qui est accolé au secteur pour femmes, mais ce n'est pas le même secteur. Donc les femmes n'ont pas à partager leurs cellules, ni leurs douches, ni leurs espaces avec les hommes, sauf quelques exceptions, par exemple dans les ateliers de travail, il est possible que les femmes du secteur femmes et les hommes du secteur hommes soient en contact les uns avec les autres, mais à ce moment-là, c'est uniquement dans le domaine du travail et ce n'est pas réservé aux trans, puisque ce sont des hommes qui sont, pour des raisons diverses et variées, dans ces secteurs-là. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Les revendications des trans sont basées sur ce qu'ils clament être leur dignité humaine. Mais il faut quand même considérer que leur isolement les prémunit d'une discrimination et d'une atteinte à la dignité humaine que tous les autres détenus subissent. Et donc, les associations qui interviennent en prison sont assez malhonnêtes sur ce point, puisqu'elles parlent toujours du respect de la dignité des trans, sans mentionner ce point fondamental, que donc ils sont en général à l'isolement, en général dans une unité pour détenus vulnérables, et ils ne subissent pas cette surpopulation. Alors, par contre, ils ont une santé beaucoup plus fragile, à la fois psychique et physique, du fait de leur parcours dans la prostitution ou de leur parcours avec la toxicomanie, etc. Et donc,
ils sont plus susceptibles de demander des consultations de spécialistes qui sont très difficiles à obtenir en prison. J'ajoute qu'à cause des déserts médicaux grandissants en France, même hors prison, c'est très difficile à obtenir dans certaines régions des rendez-vous avec des spécialistes. Alors, ce que les associations de protection des droits des détenus brandissent comme discrimination, c'est qu'ils demandent des vêtements et des objets de toilette pour femmes et qu'on leur fournit des vêtements et des objets de toilette pour hommes. Et ça, c'est quand même une revendication qui n'a rien à voir avec la dignité humaine et qui n'a pas une véritable valeur, qui a un niveau extrêmement haut de revendication qu'on ne peut pas du tout comparer au reste des revendications des détenus en général. Ça n'a rien à voir avec la privation de liberté et ça n'a pas grand-chose à voir avec la dignité humaine. Souvent, on leur autorise à porter des vêtements de femmes, à porter des jupes et des bijoux, mais pas hors de leur cellule. Et quand il y a des articles sur les atteintes à la dignité humaine dans les prisons, eh bien, c'est ce genre d'argument qui est brandi. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire qu'on parle de porter des bijoux ou du rouge à lèvres ou du vernis à ongles hors de sa cellule et qu'on brandisse ça comme une revendication concernant la dignité humaine. Alors, ce qui est à remarquer, c'est non seulement le caractère totalement disproportionné de ces revendications, mais aussi le caractère totalement disproportionné du regard posé sur ces revendications. Donc ça, c'est la diapo suivante. Ces revendications, en fait, ont un écho médiatique énorme, alors que le nombre d'hommes concernés est faible. Et les discriminations sur lesquelles elles se basent ne sont pas des revendications qui résultent de leur mauvais état de santé, ni vraiment de leur détention. Et certaines de ces revendications sont tout simplement incompatibles avec la détention en général. Et le fait qu'elles soient examinées ou relayées par l'administration pénitentiaire montre en fait autre chose. Ce qu'elle montre, c'est que ces hommes transidentifiés exercent une sorte de fascination et une espèce de le regard pornificateur de toute la société se pose sur eux et se focalise sur eux. Et en fait, c'est toute la misogynie de la société qui trouve une résonance dans le problème de ces hommes, puisqu'on pornifie complètement des corps d'hommes et on fait en fait une place démesurément grande à des revendications démesurément dérisoires en fonction de la fascination de cette espèce de voyeurisme que toute la société a sur eux et dont certains journalistes se font assez complaisamment l'écho. Voilà, donc je dirais pour conclure qu'ils sont plus qu'autre chose des révélateurs de la misogynie de la société à travers la loupe de la prison, qui est évidemment une loupe particulière. Alors, pour vraiment situer la disproportion aussi de ces revendications, je donne quelques chiffres. Donc, il y a 68 000, un peu plus de 68 000 hommes détenus en France en tout, à peu près 1600 femmes et à peu près 60 hommes. Alors, entre 60 et 100, parce que comme il y en a qui cachent leur parcours de transition, on ne sait pas trop, entre 60 et 100 hommes transidentifiés, donc qui se disent femmes, et 2 ou 3 femmes transidentifiées, donc qui se disent hommes, et qui, elles, ne posent aucun problème et n'ont jamais demandé à être transférées dans des prisons pour hommes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Belladone. On va arriver bientôt à la fin du webinaire. Merci à vous toutes. Comme prévu, je vais faire une annonce concernant la journée du 13 mars, qui est la journée internationale de la visibilité de la détransition. Alors, c'est une journée qui nous paraît importante parce que les détransitionneuses, c'est souvent des jeunes femmes, étant donné que la transition des jeunes filles, c'est quand même un phénomène relativement récent. Et certaines de ces jeunes femmes, après avoir été célébrées par le milieu transactiviste quand elles ont décidé de transitionner, après avoir subi des traitements médicaux, elles se retrouvent sans ressources médicales malgré les effets secondaires
que ce soit des traitements hormonaux, les effets secondaires des chirurgies, mais aussi les effets secondaires des binders sur le développement, voire sur une perte des capacités pulmonaires. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'Académie française de médecine a publié un communiqué sur la transition des enfants et appelle à plus de prudence en rappelant que certains traitements sont irréversibles et invite à la vigilance face aux réseaux sociaux. Vous allez avoir le lien vers le communiqué dans le chat et on va vous envoyer tous les liens du chat dans un mail plus tard. Certaines détransitionneuses sont abandonnées carrément par la communauté qui les avait au départ célébrées, alors que la transition, à un moment donné de leur vie, ça a été ce qu'elles ont pensé être le mieux pour elles. Et du coup, elles ont eu du mal à convaincre leurs parents, à convaincre leur entourage, qui n'étaient pas forcément d'accord. Et là, en fait, il leur faut énormément de courage pour dire, ou même pour s'admettre à elles-mêmes, je me suis trompée ou ce n'était pas une solution pour moi. Et pourtant, la communauté transactiviste les ignore, voire les rejette, voire les considère comme des traîtres. Alors, pour préparer cette journée du 12 mars, le WDI Québec met en ligne des vidéos sur sa chaîne YouTube qui reprennent des témoignages publiés sur le site de l'association belge Post-Trans. Et je vous invite à aller sur le site de Post-Trans et aussi à visionner les vidéos du WDI Québec. Je vous invite aussi à écouter le 22e témoignage de Rebelle du genre qui donne la parole à une jeune femme qui décrit très bien les techniques de manipulation sur les jeunes filles de la part du mouvement transactiviste. Et la journée du 12 mars donc, sera une occasion de penser à toutes ces jeunes femmes. Notre prochain webinaire aura lieu le 3 avril. Vous allez recevoir une invitation par mail. Alors, entre-temps, on vous invite à une réunion le 13 mars. Alors, ce serait 16h Paris, 10h Québec, mais en gros, ce sera l'après-midi en France et le matin. Ce sera le matin au Québec, parce qu'avec le changement d'heure, on n'a pas encore l'heure exacte, mais si vous êtes intéressés, comme certaines d'entre vous avaient exprimé l'envie d'une rencontre plus interactive ou la volonté de nous rejoindre pour préparer de nouveaux webinaires ou pour s'organiser, la réunion du 13 mars en sera l'occasion. Donc, si vous êtes intéressés, écrivez-nous et nous vous enverrons un lien d'invitation avec les horaires exacts. Voilà, c'est la fin du webinaire. La vidéo va être diffusée sur YouTube, donc vous recevrez un lien par mail et vous pourrez la diffuser. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube, sur le site du WDI francophone ou sur le site de Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et nous allons terminer en écoutant une chanson du Front de libération des femmes. C'est un mouvement féministe états-unien. La chanson est inspirée de l'histoire de Tomieka, une femme incarcérée dans l'État de Californie. Comme plus de 85% des femmes incarcérées, Tomieka a été victime de violences de la part de son conjoint et comme d'autres femmes, elle est maintenant obligée de partager sa cellule et les douches avec des criminels masculins. Alors la traduction sera dans le chat. Alors on finit en écoutant cette chanson et je vous dis à dans un mois. See how long she can last, the guard said. I'll bet you $10 it won't be a week. Then they threw a man in my cell. It's been man after man who's put me through hell. Still I live. Yes, I live. Still I Yes, I live for my daughter. Hey, can you hear?
Yes, I live for my daughter. Enough's enough, gonna stand up now. And I demand you get your knee off my neck. I have a name, I am not just a number. I see my sisters joining together and we live. Yes, we live. 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 And we live. Yes, we live for Merci, au mois prochain.